Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 4 ans, et dans la vie je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, permettre au bébé de mieux téter pour mettre en place un allaitement serein en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de familles qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans le domaine, qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes et vous permettront de vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif, il est très simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet, que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais très reconnaissante de prendre 1 minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. On aborde aujourd'hui et à nouveau dans Milkshaker la fin de l'allaitement. Le sevrage, qu'il soit voulu, imposé, naturel, induit, peut laisser place à différentes émotions plus ou moins faciles à accepter et à intégrer. Alors j'ai décidé de dédier un épisode à son accompagnement. On ne va pas insister ici sur des explications de comment sevrer son bébé ou bambin, mais plutôt se pencher sur les différents types de sevrage et comment la façon dont ils interviennent dans nos vies peut les rendre plus ou moins faciles à digérer. On se demandera aussi quels sont les mécanismes hormonaux en jeu et comment cela influe aussi sur votre mental. Pour évoquer tout cela, c'est Céline Guérand, infirmière, consultante en lactation IBCLC et plus encore, qui a accepté pour la première fois de répondre à mes questions. Elle va vous expliquer avec beaucoup d'expérience et toute la bienveillance nécessaire pour traiter ce sujet sensible, ce qui se passe et ce que vous pouvez mettre en œuvre pour être accompagné au mieux dans cette étape. Vous verrez que cela diffère beaucoup d'un type de sevrage à l'autre et surtout d'une cause de sevrage à l'autre. N'oubliez jamais de vous faire accompagner, quelle que soit l'étape difficile que vous traversez. Prenez soin de vous et je vous souhaite une belle écoute. Salut Céline, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour. Alors Céline, est-ce que tu peux juste d'abord te présenter pour les gens qui nous écoutent ? Oui, donc je m'appelle Céline Guérand, je suis infirmière de formation. J'ai travaillé un certain nombre d'années en réanimation adulte et réanimation néonatale. Et je suis consultante en lactation depuis 2009, ce qui veut dire que j'ai recertifié 2 fois. Et je travaille à Aix-en-Provence, en cabinet libéral exclusivement, où j'accueille des familles et des bébés au quotidien pour l'accompagnement de l'alimentation de leurs bébés. Donc c'est principalement des bébés allaités, mais ça peut être aussi des bébés au biberon qui éprouvent des difficultés d'alimentation. J'ai créé une association de soutien à la parentalité en 2003, donc ça va bientôt faire 20 ans. Donc en parallèle de mon cabinet, je suis également bénévole pour le soutien à l'allaitement, des ateliers de massage, de portage, des groupes de parole pour les familles. C'est dans ta région, ça s'appelle comment ? Alors mon association s'appelle Un bébé au naturel à Aix-en-Provence. J'ai aussi fondé l'Association française de portage des bébés en 2005. Donc c'est une école de portage indépendante de toute marque depuis 2005, dans laquelle nous formons des monitrices de portage et des professionnels dans leur service. Ok, Voilà. Gros CV. Et je suis également mère de famille nombreuse. Bon, c'est bien, tu t'ennuies pas quoi. Non. Parfait. Alors, aujourd'hui, Céline, tu as été pointée du doigt pour parler dans Milkshaker du deuil de l'allaitement. De comment on fait pour faire son deuil de l'allaitement, qu'est-ce que c'est. La première question que je voulais poser, Céline, c'est déjà, est-ce qu'il y a des choses qui prédisposent à ce que les sentiments ou les émotions qu'on va vivre au moment d'un sevrage, d'un arrêt d'un allaitement, soient difficiles à vivre pour une mère ? Oui, je pense que c'est essentiellement la façon dont le sevrage est conduit. Je parlerais presque de technique de sevrage en fait. La façon dont la mère elle est privée des hormones de l'allaitement, ça va beaucoup jouer sur la façon dont elle vit ce sevrage.
Et donc finalement, c'est un peu la façon dont elle se prépare à ce sevrage qui peut jouer sur la suite. Donc c'est vrai que... Ouais, donc il y a le contexte hormonal, purement, et il y a la situation qu'il y a autour qui va venir raccrocher finalement beaucoup d'émotionnel ou non sur un événement physiologique Exactement. hormonal. Exactement. Donc ça fait une très grande différence si on a pu anticiper la situation, si on est prévenu à l'avance, ou si ça tombe d'un coup. Donc ça fait vraiment de grandes situations. Alors j'en distinguerais même trois. Pour moi, il y a un événement qui va imposer un sevrage qui va tomber presque à date prévue. Ça peut être, par exemple, un traitement médical incompatible avec l'allaitement. Là, on parle de traitements graves, de cancer, de maladies qui comportent un risque vital pour la mère. Et donc, on va avoir une espèce de deadline pour mettre en place le traitement pour la mère. Côté bébé, ça n'existe pas. Il n'y a pas de deadline qui vont imposer un sevrage pour un traitement en particulier ou une situation pour le bébé. Mais côté maternel, ça existe. Ça peut être aussi une interruption médicale de grossesse prévue. Et qu'est-ce qui va se passer après la naissance de l'enfant, et ou une naissance dont on sait que l'enfant ne va pas survivre ou qu'il va survivre quelques jours. Donc, il va falloir se préparer à ce sevrage. Donc là, on a une espèce de deadline et on a un sevrage qui est imposé, alors que jusque-là, l'allaitement se passait bien, que la mère le vivait bien et qu'elle souhaiterait, si elle avait une baguette magique, continuer cet allaitement. Donc là, moi, c'est ce que j'appellerais vraiment le deuil de l'allaitement, puisqu'il n'y a vraiment pas de souhait de la part de la mère d'arrêter cet allaitement. Ensuite, pour moi, le deuxième genre de deuil, c'est un sevrage plus ou moins décidé par la mère, mais dans un contexte qui était difficile. Et finalement, où c'est les conditions de vie, les conditions familiales, la pression de la société, qui fait que la mère, elle se sent comme une petite souris prise dans son piège et qu'elle a l'impression que sa seule solution est le sevrage. À ce moment-là, elle va mettre en place un sevrage et à un moment donné du parcours, elle va vivre ces expériences d'émotions difficiles. D'accord. Alors après, la façon dont elle va les vivre, ça dépend du moment où elle prend conscience de cette difficulté, puisque si elle décide d'être accompagnée au tout début de sa réflexion, ou si elle se rencontre une fois qu'elle a sevré depuis 3 mois, évidemment, l'accompagnement, il est différent. C'est pas pareil. Et puis, pour moi, la troisième partie, c'est l'événement naturel d'un enfant qui grandit, qui diminue naturellement cet été, ou qui est en cours de sevrage normal, on va dire, naturel. Et l'enfant grandit et les mères, elles vivent à ce moment-là des émotions liées au grandissement de leur enfant et aux étapes qui passent, comme l'entrée en maternelle ou le premier passage du permis de conduire. Et le sevrage, c'est une étape sur ce parcours maternel. Et il y a des émotions plus ou moins ambivalentes qui arrivent à ce moment-là. Et pour moi, c'est encore une autre étape, puisque là, il n'y a pas forcément de souhait de la mère de revenir en arrière. Ok, très bien. Donc du coup, revenons sur ces situations très difficiles, ces événements qui amènent à un sevrage obligatoire, où il n'y a pas le choix. Tu nous as décrit les maladies maternelles, tu nous as décrit donc le traitement qui est absolument incompatible. Donc là, peut-être que on va le rappeler encore une fois, on l'a déjà dit dans d'autres épisodes, mais pour tout ce qui est des petites pathologies du quotidien, il y a quasiment toujours un traitement qui convient. Référez-vous, vous et votre médecin, au site du CRAT, C-R-A-T, ou à ilactantia.org pour aller vérifier la compatibilité de votre traitement, trouver une alternative si le traitement qu'on vous propose n'est pas le bon. Mais c'est finalement extrêmement rare sur des pathologies communes de ne pas trouver d'alternative pour pouvoir continuer d'allaiter. Oui, et je dirais même sur des pathologies pas communes. C'est-à-dire que des maladies thyroïdiennes, un syndrome de Crohn, des maladies hépatiques, des insuffisances rénales, même des choses assez graves, en fait, la plupart du temps, on trouve des solutions.
D'accord. Et je dirais qu'on devrait aller voir en premier sur Ilactantia, puisqu'en fait, c'est international et il y a beaucoup plus de médicaments qui sont répertoriés. Et on va aller sur D'accord. le CRAT quand on est en face d'une équipe médicale qui est franco-française, centrée sur les recommandations françaises. Mais D'accord, on ok, va oui. d'abord aller regarder sur Ilactantia, puisque c'est là qu'on aura la plus grosse base de données. On peut aussi contacter l'équipe de Thomas Hale aux États-Unis Mhm. pour avoir d'autres informations, par exemple plus précises, qui seraient liées à l'âge de l'enfant, puisqu'en fait, la métabolisation des médicaments ou la quantité ou la durée d'exposition, elle peut varier, parce qu'allaiter un bambin de 3 ans, c'est pas tout à fait pareil qu'allaiter un enfant Tout de à 3 fait. mois. Donc, Mm. il peut y avoir des nuances qui permettront de maintenir un allaitement. Donc, c'est certain que la première chose à faire quand on nous parle de sevrage pour un traitement médical, c'est de contacter une consultante en lactation IBCLC qui va regarder effectivement est-ce que c'est compatible ou pas, et dans 99,99% des cas, c'est compatible ou on a une alternative, ou on a des Ok. solutions comme un sevrage partiel pour diminuer l'exposition de l'enfant, ou permettre que le médicament soit éliminé dans le corps de la mère et que l'enfant puisse être allaité à nouveau à d'autres moments de la journée. Et donc finalement, les cas où on doit sevrer obligatoirement, ils sont extrêmement, extrêmement rares. C'est Mm. vraiment généralement, ça va être pour des traitements liés à des cancers, des chimiothérapies, des rayons ionisants ou des radiothérapies ou des curithérapies. Ouais. Ça va se limiter à des traitements vraiment extrêmement Ouais. toxiques et Très très lourd. rares. Très bien. Donc du coup, on peut distinguer cette histoire un peu maladie et donc médicaments attenants et la partie deuil périnatal aussi autour des interruptions médicales de grossesse et des bébés qui arrivent malheureusement et qui vont pas pouvoir survivre. Euh, Est-ce que dans les deux cas, tout ça va se préparer de la même façon? Je dirais, c'est quand même assez proche. Parce que là, le boulot, là, c'est quand même un boulot extrêmement spécifique de consultante en lactation, Mm. parce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui connaît bien la physiologie de la lactation, l'accompagnement des mères, et c'est pas quelque chose que on pourrait confier à seulement une psychologue, par exemple. C'est-à-dire que la psychologue, D'accord. elle a un rôle là-dedans dans l'accompagnement, mais il faut quand même quelqu'un qui s'y connaisse vraiment en physiologie de la lactation. Ok, Que parce ça, que du coup, c'est qu'est-ce que ça indispensable. implique? Ça implique déjà le boulot de la consultante, ça va être quand même de bien prendre toutes les données et de vérifier le délai dont on dispose, Ouais. parce que c'est pas pareil si c'est après-demain ou si on a 3 mois, donc il faut avoir des données de santé. Je vais vous parler de 2 situations que j'ai rencontrées. La première, une dame qui allaitait un enfant depuis 14 mois et qui trouve un petit bouton sur sa jambe un peu bizarre. Et en fait, il s'avère que c'est très méchant et que il faut un traitement immunosuppresseur dans la semaine. C'est une maladie tropicale potentiellement mortelle. Et on Oh, avait une semaine en fait pour sevrer un bambin de 14 mois qu'elle adorait allaiter. Donc ouais, c'est... Mm. effectivement, là, mon boulot, ça a été vraiment de l'aider à avoir la priorité pour sa vie, puisqu'évidemment, à aucun moment, le boulot d'un accompagnement en allaitement, c'est de privilégier l'allaitement à la vie de la mère. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Évidemment. Et de lui expliquer en fait comment ça va se passer. C'est-à-dire qu'on va... Alors à 14 mois, heureusement, l'enfant, il parle et on peut lui expliquer les choses. Et les enfants, ils comprennent très bien, en fait. Ouais. Les enfants, c'est tout. Il faut vraiment se dire que, d'ailleurs, je vais en reparler plusieurs fois, mais c'est souvent, ils aident vraiment leur maman à passer les caps. Ils sont programmés pour ça. Ouais. Donc, l'enfant, il comprend bien, et il faut se dire que finalement, une grosse partie on va avoir 2 grandes difficultés. Les difficultés qui sont liées au sein, à l'engorgement, Mhm. par exemple, à la gestion du lait, des choses comme ça, et les Ouais. difficultés qui sont liées à la chute hormonale. Mhm. Bon, les Ok, difficultés d'accord. liées au sein, ça c'est assez simple à gérer puisque c'est comme n'importe quel engorgement. Et ça, je pense que vous en avez déjà parlé dans Ouais. d'autres épisodes.
On peut accélérer le processus avec certaines techniques. Ça, c'est vraiment des techniques de consultante. Ouais. Et il y a la partie hormonale, et sachant que en fait la mère, elle va être privée de sa dose d'hormones pluriquotidiennes. Et donc, il va Sa falloir dose, ouais. compenser cette dose-là avec le maternage, les bras, les siestes, le portage. Et c'est pas parce que l'allaitement va se terminer que tout le reste de maternage doit se terminer. Et on peut Tout à même fait. tricher en s'offrant un massage, en allant au hammam, en faisant l'amour. C'est des bons moyens en fait de combiner ça. Et malheureusement, dans beaucoup de situations, les mères, on leur propose de se séparer de leur enfant pour mener à bien le sevrage. Ouais. Parce qu'on ne Et fait alors, pas en fait, c'est confiance aux mères et parce qu'on ne fait pas contre-productif. confiance aux enfants. Et donc ça aggrave énormément le process. Oui, d'accord. Oui, Et c'est vrai puis, que très souvent dans ces trucs-là, enfin même dans les sevrages moins compliqués, on entend plein de patientes dire, on m'a dit de le laisser une semaine chez ses grands-parents, quoi. exactement. Et donc Ouais. là, c'est la dégringolade, et il y a même un risque de décompensation à cause de la chute hormonale, hein. Donc là, Ouais. c'est très grave. Et c'est une faute professionnelle, en fait, hein, de faire ça, Ouais. puisqu'on prend un risque sérieux pour la santé mentale de la mère. Ouais. Ouais. Et Ouais. par ailleurs, dans certaines situations, c'était le cas de cette dame-là, en fait, rien n'empêchait de maintenir une glande mammaire un peu active, Mhm. donc d'ouvrir une petite fenêtre sur la possibilité de Une maintenir un reprise. allaitement, sachant qu'elle avait 6 semaines de traitement, hein, donc c'était pas 3 jours, quoi, hein. Ouais. Mais finalement, alors le tire-lait, c'est pas aussi efficace qu'un bébé pour maintenir les taux hormonaux, donc il faut pas se leurrer. Ça ne remplace pas le maternage, le portage, le sommeil partagé, les massages, jouer dans le bain, etc. Mais ça permet aussi, d'un point de vue psychologique, de maintenir une petite porte ouverte. Ok. Ouais, Et tout à aussi fait. de gérer la partie sein, engorgement. Ouais. Oui, c'est ça, parce que dans la partie sein, il y a quoi? Il y a donc du coup tirer son lait petit à petit en Voilà, en diminuant les expression doses. manuelle, si on est sûr de mener un sevrage complet, Ouais. ou avec un tire-lait, si on veut se garder une petite porte. Et on n'est pas obligé, comme disent certaines folles dingues de l'allaitement, de tirer son lait 8000 fois par jour. En fait, très souvent, 2 tirages très complets par 24 heures, plus de l'expression manuelle fréquente, ça suffit à maintenir une lactation. La glande mammaire, elle ne se sèvre pas comme ça du jour au lendemain. Non. Donc très souvent, c'est suffisant parce qu'évidemment, la mère qui en plus doit se taper des allers-retours à l'hôpital, à l'hôtel et machin, si on lui Elle demande n'a de pas le tirer temps. son lait 8 fois par jour, c'est comme si on lui demandait d'aller se pendre direct, en fait, hein. C'est Oui, et puis dans un contexte simplement pas émotionnel faisable. compliqué en plus. Exactement. Donc souvent, 2 tirages complets matin et soir à l'hôtel, par exemple, ou à l'hôpital, et de l'expression manuelle, c'est suffisant pour se garder une petite porte de sortie si c'était possible. Ok, Une autre très bien. situation que j'ai vécue, une maman à qui on a diagnostiqué un cancer de la thyroïde. On lui a retiré sa thyroïde. Elle était très informée. Pour elle, c'était très très important d'allaiter son bébé. Voilà, elle avait failli perdre son enfant et l'allaitement lui avait permis de maintenir son enfant en vie. Donc, en fait, c'était hyper important cet allaitement. Ouais. C'était la chair de sa chair, la prunelle de sa prunelle. Elle s'accrochait énormément à ça. Et donc, elle avait pu maintenir l'allaitement malgré tous les traitements qu'elle avait eus dans le cadre de ce cancer. Et malheureusement, on a détecté des cellules résiduelles. Et le seul moyen de les traiter, c'est avec de l'iode radioactif. Et Ouais. j'ai eu énormément de mal à avoir les bonnes informations, hein. Donc là, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le boulot de la consultante, c'est vraiment d'aller à la pêche aux informations scientifiques et d'être sûre et certaine de ce qu'elle dit. Parce que j'avais trouvé des documents qui disaient qu'éventuellement, elle pouvait réallaiter au bout d'un certain temps. Mais en fait, pas du tout. C'est une contre-indication totale à l'allaitement parce qu'il faut des mois et des mois pour éliminer les produits résiduels. Et surtout, pourquoi on donne de l'iode radioactif? C'est pour qu'il se fixe sur les cellules cancéreuses résiduelles parce qu'elles adorent manger de l'iode. Et qui d'autre aime manger de l'iode? Ah La oui. glande mammaire. Ouais, donc pas bon. Donc non seulement il fallait qu'on sèvre cet enfant, mais il fallait qu'on sèvre la glande mammaire complètement en urgence pour qu'elle puisse avoir son traitement. Elle tenait tellement à cet allaitement qu'au départ, elle était carrément fermée
à l'arrêt de l'allaitement. Donc un gros Ah boulot, oui, d'accord. ça a été l'accompagnement psychologique, à remettre les priorités, dans l'ordre et à Mmh. l'aider à ce qu'elle intègre que la relation avec son bébé, le maternage qu'elle avait avec son bébé, n'allait pas se détruire malgré, l'arrêt de l'allaitement. Donc ça a Ouais, ouais, été, ouais, là, il des y a heures et été un des vrai heures travail d'accompagnement. ouais, exactement, des heures et des heures d'accompagnement et un sevrage, brutal et très fort pour involuer la glande mammaire rapidement avant Ouais. qu'elle ait son traitement à l'iode, radioactif. Dans ces cas-là, quand ça se complique un peu, côté émotionnel, est-ce que, c'est dans ces moments-là que tu réadresses aussi en complément justement, tu vois, à des Oui. psychologues En ou fait, je autres dirais thérapeutes, toujours, hein, c'est d'accord. notre boulot, c'est vraiment de travailler en pluridisciplinarité. C'est jamais une bonne idée de prendre, tout en charge, toute seule. Non. On a souvent une place de référente, en fait, en tant que consultante parce qu'on va, centraliser un peu les données, de l'ostéopathe, de l'orthophoniste, de la kiné, de la psychomote, de l'ergo, Mmh. on va être un peu au milieu ouais, de ce cercle qui va se former autour de la famille Ouais. et il y a des choses, qu'on peut pas faire nous, en fait, hein. Alors on choisit bien une psychologue, clinicienne, hein, Ouais. pas un truc, pas bien formé, quoi et quelqu'un qui s'y connaît en mère et en allaitement. Parce que, il est hors de question que cette mère qui est en difficulté se fasse, agresser par quelqu'un qui va lui dire: «Mais enfin, à 14 mois, qu'est-ce que vous espériez, quoi?» Même à 2 ans, même à 3 ans, une mère, elle a le droit d'avoir encore, d'être encore dans son projet d'allaitement et de maternage proximal et le c'est pas au thérapeute de juger, en fait et malheureusement, Ouais, ouais, je bien pense que sûr. des témoignages, vous devez en avoir des tonnes, des mères qui sont agressées, il y en a beaucoup. Ouais, ouais, Là, donc il faut là, avoir un carnet d'adresses, exactement. pointu. L'avantage, une fois que vous avez une consultante en lactation qui est, voilà, en raccord avec ces sujets-là, qui est renseignée, c'est qu'elle a un carnet d'adresses. C'est C'est ça. évident, elle sait vers qui vous réadresser. Alors bien sûr, ça peut arriver qu'on ait des surprises. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude de travailler avec quelqu'un, Ah oui. de super et il nous sort un truc sorti du chapeau. Donc il faut vraiment dire à tout le monde, on ne doit pas se sentir mal en sortant d'une consultation. Ouais, voilà. Ouais, mais ça, c'est une grande, Même quand on annonce un c'est cancer à top. quelqu'un, la personne, elle doit avoir un petit peu d'espoir en sortant du cabinet, du praticien. Heu, donc en fait, on doit jamais se faire agresser ou maltraiter, chez n'importe quel, Ça, c'est praticien. sûr. Alors un autre soutien intéressant, c'est, les sophrologues, Ouais. pareil, hein, formées, certifiées parce qu'elles vont, donner des clés pour gérer des moments difficiles, en fait. Au moment où la Mmh. maman va avoir une espèce de bouffée, d'anxiété, par exemple, elle va avoir Oui. un outil immédiat pour, gérer la situation et donc moi je me sers beaucoup des sophrologues, pour ça et particulièrement évidemment des sophrologues qui ont l'habitude des femmes et des mères. Ouais, ouais, je te rejoins complètement. C'est vraiment l'avantage de la sophrologie, c'est de donner des outils qui sont utilisables seuls ensuite en sortant de consultation, immédiatement, Immédiatement. et qui permettent vraiment de faire retomber bah voilà, les bouffées de stress, d'angoisse, d'appeler ça comme vous voulez, pour revenir à un état un peu plus neutre. Exactement. Faute de pouvoir travailler le fond rapidement, parce que le fond des problèmes, ça se travaille plus bah, sur la longueur. Les sophrologues sont quand même très très forts pour ça, pour donner des tips instantanés. C'est ça et il y a, l'idée aussi de se réapproprier la situation. C'est-à-dire je suis Ouais, pas, dans une tempête, perdue, sans rien pour m'accrocher. Je peux, contrôler une partie de la situation ouais, parce que j'ai des outils pour le faire. Donc il y a les outils, techniques, pour l'allaitement et il y a les outils, techniques de la sophrologue. ouais, émotionnel. Ok, Exactement. très bien. Donc ça, c'est vraiment, plus la personne, elle va pouvoir, maîtriser même un tout petit peu, plus on va, améliorer les suites. Je ne sais pas si, tu as déjà lu, ces études-là, mais sur la dépression du postpartum, on sait que le fait d'avoir une naissance, où on maîtrise rien, c'est un facteur aggravant pour la Mm. dépression du postpartum et il y a des études où simplement on demande aux gens de choisir des choses très simples, du genre dans quelle position vous voulez qu'on vous installe pour la césarienne, quel bras vous voulez qu'on pique. Ouais, Simplement le fait d'avoir le choix de prendre des décisions par soi-même, ça diminue directement la dépression du postpartum. Donc on peut mm. quand même penser que dès qu'on donne des outils aux gens pour qu'ils aient une certaine autonomie,
Tout passe on mieux. va, améliorer le vécu par la suite et donc on n'est pas, envahi d'événements, «Ah, il m'arrive ça, mais en plus j'ai ça, j'avais vraiment pas besoin de ça». Non, en fait, là, je vais pouvoir Ouais. contrôler certains événements de la situation. Ça marche même avec les enfants le matin quand ils veulent pas mettre leurs chaussures, de Oui, leur dire: «Tu veux mettre tes baskets ou tes chaussures, oui, de oui, marche?» exactement. Sauf que là, bien sûr, on le fait pas Ça marche dans pas à une tous les idée coups. de manipulation de la personne, hein, on le fait, Évidemment, mais je veux dire, ça marche à tout niveau de laisser le choix aux gens, ouais, de voilà, d'avoir un bout de pouvoir en fait sur ce qu'ils vont faire et de c'est décision, ça, plutôt que exactement. d'imposer quoi. C'est Et c'est toujours ce qui mieux se passe dans vécu. le deuil, périnatal. Je dirais que quand c'est anticipé, de toute façon, c'est quand même Ouais. un événement qui est imposé, à la famille et à la mère et mais il y a quand même des petites choses qu'on peut maîtriser. Donc on va discuter, là, notre boulot, ça va être aussi d'encourager la mère à prendre contact avec une sage-femme, pourquoi pas avec Mhm. une doula correctement formée, Ouais. pour anticiper et maîtriser un maximum des événements de la naissance, que l'enfant soit Mhm. né viable ou pas, enfin qui naisse vivant et qui vive quelques heures ou pas. Dans tous les cas, Mhm. c'est pas une extraction, de boîte de conserve quoi. Il y a, tout un tas de choses à faire pour que la naissance, elle se passe dans les meilleures conditions possibles et ensuite Mhm. savoir ce qui se passe au niveau des seins, parce qu'on est souvent très étonné, parce qu'on est encore dans un monde où on pense que c'est le bébé qui fait venir le lait, mais non, c'est la grossesse. Donc même sans bébé, Mhm. on a une montée de lait et les mères, elles sont souvent très étonnées de la montée de lait qui leur arrive. Et donc c'est un événement de plus dans une situation difficile. Donc c'est vrai que si elle est préparée déjà à la partie physiologique de la lactation. Qu'est-ce qui va se passer dans mon corps? Qu'est-ce qui va se passer dans mes seins? Qu'est-ce que je peux faire de ça? Pourquoi mon cerveau, il va souffrir? Ben, parce que le cerveau, il attend une réponse, de l'ordre du maternage et même une naissance sous X, hein, ça Mhm. donnerait la même chose. On a des récepteurs qui se Ouais. développent énormément durant la grossesse, qui attendent une réponse hormonale qui est le pot à pot et le maternage proximal et ça, les équipes espagnoles, elles ont montré qu'il y avait vraiment une souffrance cérébrale de la mère quand elle était séparée de son bébé, même courte durée. Donc si le bébé il est décédé ou une naissance sous X ou je sais pas Mhm. quoi, c'est encore pire puisqu'il y a même pas, la suite et en plus, les mères Ouais. sont peu consolées, en fait, alors qu'elles ont besoin d'énormément de Ouais. contacts physiques. Donc on va chercher à Ouais. Ouais. à soigner son cerveau. C'est-à-dire moi, voilà, je dois gérer, ben, la perte du bébé ou la séparation d'avec l'enfant, on va dire ça va être la le boulot avec la psy. Je dois gérer mes Mhm. nichons et Mhm. mon Encore une cerveau, ça fois. reste Mhm. un organe dont je peux prendre soin avec un cocktail hormonal que je peux aider. Par exemple, ben, voilà, je vais dire à mes copines, elles savent pas quoi m'offrir. Évidemment, elles vont pas m'offrir des bodys, mais des séances de massage, Non. ça peut aider. Manger des bonnes choses, se D'accord. supplémenter en oméga 3, notamment quand ils sont correctement dosés en EPA et en DHA, à la proportion d'1 pour 2, où je vais me bourrer de Mhm. sardines pour donner à manger à mon cerveau, pour que mon cerveau soit mon allié, en fait. Ça, c'est des choses, Ouais, ouais. qu'on va Mhm. pouvoir Je comprends. faire pour aider. Et puis, il faut quand même savoir que, bon, la glande mammaire, elle va se mettre en route quoi qu'il arrive. Les médicaments pour bloquer la lactation, ne sont plus du tout recommandés parce qu'en fait, c'est des neuroleptiques en gros, donc c'est non pour le cerveau. Mhm. Et finalement, qu'est-ce que je peux faire de ce lait qui sort de mes seins? Et ça peut être une forme de réparation aussi, d'extraire un peu de lait et de le donner, quelques jours, quelques semaines. Pour d'autres bébés, ça peut me permettre de me sentir utile et ça peut participer à l'idée de: «Je prends soin de mon cerveau», c'est-à-dire, je vais faire un atterrissage en douceur. Et ça, il y a peu de gens Ouais. qui savent qu'on peut, donner son lait dans des conditions, de Ouais. deuil, ou, d'interruption médicale de grossesse. Et c'est vrai que si ça a pas été anticipé, c'est quand même, Ouais, vachement oui. dur à mettre en place. Les Oui, équipes bien du sûr, c'est ça, Lactarium, j'allais te dire. elles sont formées, pour ça, et les consultantes en lactation aussi. Et personne ne demande de tirer des hectolitres ou de tirer 40 fois par jour. Mhm. Non, non, bien sûr. Voilà, donc il y Ah a ouais, pas donc dans besoin ces de beaucoup cas-là, pour faire. en tout cas, ça s'anticipe. C'est pas au moment où la montée de lait est là que
que c'est l'idéal d'y réfléchir. Il vaut mieux avoir anticipé ça avant, sauf que dans le cas d'interruption de grossesse, etc., voilà, on a quand même quelques jours où ça peut être évoqué par le corps médical. Exactement. Je pense à une situation que j'ai vécue d'une maman qui allaitait un bambin, qui était enceinte, qui a dû faire une interruption médicale de grossesse. Et en fait, on lui a dit de sevrer son bambin pour la préparer à l'IMG, en fait. Donc, au jour de l'IMG, l'enfant était sevré depuis quelques semaines. Et évidemment, elle a une montée de lait de la mort. Et elle m'a contactée à peu près à ce moment-là. Et en fait, on peut très bien câliner le 18-20 mois, qui a encore besoin de sa maman, mais qui comprend aussi ce qui se passe. Et là, il peut nous aider. L'enfant de 18-20 mois, 22 ans, il a des compétences d'empathie. Il va vouloir vous apporter un verre d'eau, vous donner une petite couverture, vous apporter sa dinette. Et ben, faire un câlin à maman parce que maman, elle est triste. Maman, elle vit des émotions difficiles. Ça évite aussi qu'il se sente responsable de cette situation, puisqu'en fait, si en plus il est éjecté de la situation, il a d'autant plus de raisons de se sentir plus ou moins responsable. Alors que s'il se sent utile, et même pour désengorger sa mère, ça peut être vraiment un partenariat avec le bambin qui permet aussi de prendre soin du cerveau de la mère. Puisque finalement, elle va pouvoir materner cet enfant-là et se consoler un peu au lieu d'être privée des deux, quoi. Ouais, donc c'était de toute façon une fausse bonne idée, parce que qu'est-ce qui pouvait justifier dans un cas comme ça qu'on lui demande de sevrer? Rien. Les idées Rien, il n'y a reçues. même pas de... Les idées Oui, reçues. c'est ça, ouais. Les idées reçues, Ouais, les modèles, parce qu'en fait, ça dérange le co-allaitement. Donc, l'IMG, ça met les gens mal à l'aise. Donc, ils vont chercher à éjecter les choses qui ne font pas partie de leur environnement culturel. Donc, quelle est la première chose qui ne fait pas partie de l'environnement culturel des soignants qui ont dit à cette maman de sevrer son bambin? C'est le co-allaitement. Donc, c'est le premier truc qui dégage. Apparemment. Ok. Non, mais écoute, c'est très clair. Donc voilà, à l'intérieur de ces situations difficiles, de ces événements bien précis qui viennent mettre un terme plus ou moins à une échéance plus ou moins rapide, mais en tout cas mettre un terme à l'allaitement, on avait donc les deuils périnataux et les maladies maternelles, les traitements qui sont Et là, je vous ai parlé des compatibles avec situations qu'on a l'allaitement. anticipées, mais si jamais parmi ceux qui nous écoutent, vous rencontrez une amie qui a été dans cette situation-là, qui a sevré depuis peu, qui n'a rien anticipé et qui est dans une situation difficile, on peut quand même encore l'aider. Oui, bah bien sûr. Ouais. Il est jamais trop tard, au moins pour se Exactement, il raccompagner n'est sur jamais le trop plan tard psycho, pour quoi. aider. La glande mammaire, elle met énormément de Très temps à se important. sevrer. Donc, on peut avoir des écoulements pendant longtemps et des émotions difficiles pendant longtemps. Donc, il ne faut pas croire que ça passe comme ça par l'opération du sein. Ouais. Ouais, et puis en particulier dans le cas des deuils périnataux, c'est vrai que c'est tellement quelque chose que la société essaye de vous forcer à oublier rapidement, parce que à ses yeux, cet enfant n'existe pas, en fait. Il n'a jamais vécu, alors que, en fait, si, il a vécu quand même un bon moment. Donc il y a vraiment ce côté de, une fois que le côté médical est passé, on essaie de vous faire rapidement oublier. Et c'est assez compliqué à gérer pour l'avoir vécu, moi de mon côté. On sentait vraiment ok, maintenant ça va, c'est fini. Mais en fait, alors que non. C'est pas fini. Et ouais, loin de là. Là, pour le coup, il y a un vrai deuil à faire. Il y a deux deuils à faire. On parle du deuil de l'allaitement ici, mais il y a le deuil à faire en effet de cet enfant. Et ça prend du temps, quoi. Ouais. C'est des étapes à passer. Et donc faites-vous accompagner. En tout cas, restez pas seul, parce que c'est vraiment des situations en plus où on a tendance à s'isoler parce qu'on est incompris. Et incompris parfois même en couple, mais bon, ça marche dans les deux sens. Donc faites-vous accompagner sur ce sujet-là. Et puis j'ajouterais que le corps, il est en dégestation, hein, enfin, il y a un temps où de toute façon tes seins, ton utérus, ton cerveau, ils continuent leur boulot. Et donc tu as des signes, des symptômes, des sensations, des émotions qui sont liées à des événements physiques des seins ou de l'utérus et à des événements chimiques du cerveau. Et donc, comprendre ce qui se passe dans sa tête, comprendre pourquoi je me sens comme ci ou comme ça, c'est déjà maîtriser un peu plus la situation et reprendre un peu les rênes de l'événement, en fait. Hein. Alors que de mettre un couvercle dessus, ça n'arrange rien. Revenons juste 2 secondes sur cette histoire de
de gérer les seins. On a parlé de l'expression manuelle, du tirage, etc. Est-ce qu'il y a d'autres grandes règles? On comprend bien que là, ça va être important de se faire accompagner. Mais si voilà, vous êtes dans ce cas-là, que vous écoutez cet épisode et qu'il y a un peu urgence en attendant d'avoir une consultation, donc c'est exprimer le lait pour diminuer tranquillement et ne pas vous engorger, en fait, en gros. Donc vous vous référez à l'épisode sur l'engorgement aussi, qui est le 58, je crois, dans mon souvenir. Il y a ça, il y a comprendre que c'est essentiellement de l'œdème, donc de l'eau, et que l'eau, ça s'élimine par les voies lymphatiques, et que les voies lymphatiques, elles sont à l'extérieur du sein, sous la clavicule, sous le bras, au niveau du sternum. Ah oui. Donc on va faire des mouvements qui vont vers l'extérieur. Comme quand Les on a les jambes mouvements de bras, gonflées, on va remonter les jambes pour que l'eau reparte vers les circuits lymphatiques. C'est pareil pour les seins. Et on n'appuie pas sur la glande mammaire, qui est une glande sensible, hein, comme les testicules. On n'appuie pas sur les testicules, on n'appuie pas sur les nichons. Les zones techniques du sein, c'est l'aréole, là où le bébé tète, là où on met le tire-lait, là où on va faire l'expression manuelle. C'est derrière la glande mammaire pour aider le lait à sortir. Et sinon, c'est pour le drainage, c'est du peignage ou des palpations douces qui vont en remontant. Et tant qu'on n'a pas éliminé un peu d'eau, on va avoir énormément de mal à exprimer du lait. Donc il faut d'abord éliminer de l'eau, comme on aurait les jambes gonflées, en remontant ou en mettant du froid. Puis permettre une sécrétion lactée avec les mamelons et du chaud pour avoir une vasodilatation pour exprimer du lait. Ouais, c'est ça. Mais là, référez-vous à l'épisode 58, vous allez revoir tous les tips, etc. On rappelle que le bandage n'est pas une bonne idée. A priori, non, mais dans le cas d'un sevrage brutal, ça peut aider quand même. Alors, c'est pas du bandage, mais en fait, c'est la compression. C'est pour ça que l'engorgement fait baisser la lactation, c'est parce que la glande mammaire est comprimée. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'engorger. Et si on veut mener un sevrage, il faut quand même s'engorger un peu. C'est pour ça qu'on ne va pas tirer le lait au point où les seins sont super méga souples. Et quand même, porter une brassière de sport un peu serrée, des choses comme ça, quand on a besoin absolument d'avoir un sevrage rapide et brutal, donc je ne parle pas de bandage à souffrir et à mordre un morceau de cuir parce que c'est atrocement douloureux, mais de serrer un peu les seins quand on a absolument besoin de sevrer rapidement, ça peut aider quand même. Plutôt que d'avoir une torture de 3 semaines. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose dont on va discuter avec la consultante en lactation. En consultation. Exactement, en fonction du degré d'urgence, du confort de la patiente. C'est pas pareil si c'est une IMG et donc on a 2 énormes pastèques ou si c'est un enfant de 14 mois. Les seins, ils réagissent pas non plus pareil. Donc, il y a vraiment... Oui, il y a des choses différentes à apporter en fonction du stade, du rythme du bébé, etc. Ouais. Et de l'état local, c'est-à-dire qu'il faut quand même que quelqu'un ait examiné les seins. Oui, évidemment. C'est pour ça que ça nécessite une consultation et que c'est important de ne pas faire le petit chimiste à la maison dans un contexte qui est physiquement et émotionnellement est difficile. Et je voudrais rappeler que l'engorgement est dépresseur. C'est-à-dire que quand tu es engorgé, ton cerveau, il souffre, obligatoirement. Donc c'est un signal en fait. Hein. Dans quelle situation tu t'engorges ? C'est parce que tu es parti à la chasse au bison et que tu as laissé ton bébé à la caverne. Et tu vas t'engorger pour revenir avec de l'eau et du sucre, pour hydrater et sucrer ton bébé. Mais ton cerveau, il te dit, n'oublie pas que tu as un bébé. Et plus tu t'engorges, plus ton cerveau te dit, mais il est où ton bébé ? Il est vivant au moins ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, donc... Non mais c'est bien, c'est bon de le savoir aussi parce que c'est rassurant. Exactement. Et donc, c'est normal si on a du mal à gérer un engorgement parce que, par exemple, le bébé, il a 8 jours, on a été mal conseillé, on a eu des bouts de sein, on a des grosses pastèques, il n'y a rien qui va et on est complètement déprimé. Oui, c'est les pastèques qui nous dépriment. Ouais, mais c'est bon à savoir parce que c'est vrai que du coup, on peut se dire, ce baby blues, il commence à traîner, etc. Mais voilà, il y a un contexte autour et en améliorant ça, on sait déjà qu'on va avoir une influence aussi sur le cerveau. Exactement. Et si on sait qu'il y a une partie des sentiments négatifs qu'on a qui sont simplement liés à l'engorgement et que quand on va diminuer cet engorgement, on va se sentir mieux. Eh ben, on le vit mieux. On le vit beaucoup mieux, exactement comme je le dis souvent aux mères, hein, mais quand on connaît bien ces cycles et qu'on sait que là, à ce moment-là, c'est le bon moment pour faire du sport ou là, c'est mort, on n'a plus qu'à bouffer du chocolat devant la télé, on arrive à surfer sur nos vagues hormonales, on est faites pour ça. Nous, les femmes, on est faites pour ça, pour surfer sur les vagues hormonales. Mais si on ne les connaît pas,
on les subit. On les subit. Ouais. Et si on les connaît, on peut vraiment surfer là-dessus, et on va en reparler pour le sevrage, mais moi je parle vraiment de cette idée de surfer sur les vagues hormonales qu'on a pour gérer le sevrage désiré. Ok. Passons au sevrage, plus ou moins désiré en fonction des cas, on va dire. Donc là, c'est un peu large. Il y a des sevrages qui sont un peu imposés aux mamans par une mauvaise conduite de l'allaitement, un bébé qui finalement ne t'était pas si bien que ça et qui se retrouve avec une lactation qui dégringole, etc. Et un allaitement qui s'arrête un peu par manque d'informations et voilà, et de bonne conduite de l'allaitement. Il y a aussi, tu disais, tous ces sevrages qui sont plus ou moins imposés, mais où tu t'expliques que la maman, voilà, elle se retrouve comme une souris là dans un labyrinthe et qu'en fait, elle se dit que voilà, si elle arrête l'allaitement, ça va régler une partie des problèmes, que ce soit par rapport à l'entourage. Parfois, c'est les conjoints aussi qui mettent la pression pour arrêter l'allaitement, le contexte de travail. Il y en a qui ne se voient pas du tout allaiter en reprenant le travail, etc. Et qui du coup peut-être prennent la décision de sevrer, mais est-ce que c'est vraiment fait en conscience? Est-ce que c'est vraiment intimement voulu? Et là, voilà, tu catégorises ça dans un deuxième paquet Oui, pour la gestion qu'il va y avoir autour du deuil de c'est l'allaitement. ça. Parce que contrairement à la première situation où l'allaitement était bien vécu par la mère et où elle voulait pas du tout sevrer, et c'est imposé par l'extérieur, là on est dans une situation où l'allaitement est moins bien vécu par la mère. Ouais. Et il y a une forme d'ambivalence en fait, puisqu'elle va sevrer parce qu'elle a l'impression que c'est la meilleure solution à prendre ou à choisir. En fait, ça arrive beaucoup parce que la société nous impose des normes. Quel genre de mère allaitante je devrais être? Qu'est-ce qu'un allaitement qui se passe bien? Et on a l'impression que si l'allaitement se passe pas exactement comme il devrait l'être, alors il ne devrait pas exister. Et Ok. donc déjà, je pense que la première chose à faire, c'est avant de démarrer un sevrage, de réfléchir avec quelqu'un dont c'est le métier. Donc là, ça peut être une consultante en lactation, mais ça peut être aussi une bénévole d'association bien formée, donc comme les gens de la Letschelling, voilà, ou des gens d'une association qui a un système de marrainage et de formation continue, comme les marraines de l'Or Blanc aussi, voilà, je cherchais leur nom. Ouais. Parce que là, elles vont pouvoir nous aider à trouver des solutions alternatives. Parce que tu disais une mère qui a très peu de lait. Non, mais qui a décidé que cet allaitement n'avait pas de valeur? Ouais. Personne. Allaiter, c'est pas seulement donner du lait, c'est pas donner 100% de lait. Même simplement donner le sein sans objectif d'alimentation, c'est déjà un allaitement, puisqu'on sait que ça va avoir des effets sur la mâchoire de l'enfant. Si on parle quantité, on sait que 10% de la ration quotidienne, ça a des effets sur la santé de l'enfant, c'est-à-dire à environ 70 millilitres. Donc même une mère avec une forte hypoplasie, avec une toute petite lactation de rien du tout, qui décide que cet allaitement n'a pas de valeur? Donc là, c'est vraiment notre boulot d'aider cette mère à se dire, ben, mon allaitement, il a cette forme-là. Et moi, j'en ai Ouais. accompagné Réajuster le des tonnes, curseur. je veux dire, même dans le cadre d'une adoption, d'une relactation, on n'a pas toujours 100% lait. Et alors? Ça, c'est parce qu'on a une norme extrêmement figée, et ça, c'est les fabricants de lait qui font ça. Un exemple que je prends souvent et dont j'ai déjà parlé dans une conférence, il y en a qui l'ont déjà entendu. Si on prend aujourd'hui, imaginons qu'on est en 1823, il n'y a aucun biberon sur la Terre. On prend tous les bébés de toute la Terre qui sont encore au sein, c'est-à-dire des enfants entre 0 et 4 ans, à peu près. On fait la photo et on les met sur un mur. Est-ce qu'il va y avoir plus d'enfants exclusivement allaités ou d'enfants allaités et diversifiés? Je sais pas. Ben, allaités et diversifiés. Si tu as des enfants entre 0 et 4 ans, De 0 à 4 ans, bah oui, ils vont tous être ils sont tous diversifiés normalement. allaités, Ouais. mais tu as beaucoup plus d'enfants diversifiés que d'enfants exclusivement allaités. Et est-ce que tu as plus d'enfants Oui, qui bien marchent sûr. ou Oui, d'enfants qui logique. ne marchent pas? Bah, qui marche. Qui marchent. Donc si on doit représenter le symbole de l'allaitement, on devrait représenter un bambin qui marche et qui est diversifié. C'est ça l'allaitement. Parce que sur une Oui. durée d'allaitement normale, D'accord. tu passes Oui, je vois beaucoup ce que plus tu de veux temps dire. à allaiter un bambin diversifié qu'à allaiter un machin qui est en exclusif. Mais les fabricants de lait, ils veulent nous imposer que la norme de l'allaitement, c'est l'exclusivité.
Et d'ailleurs, même quand ils font des pubs de lait de croissance, ils nous montrent des mini bébés en position de biberon de bébé. Ouais. Ils les remettent à poil, ils les remettent en couche. La mère, elle leur donne le biberon comme si le bébé, le machin, il avait 3 jours alors qu'il a 15 mois. On nous les montre jamais dans des vraies positions, c'est-à-dire debout, comme fait un bambin qui tète dans la salle de bain Ouais, pendant que bien sa mère sûr. elle se brosse les dents et qui lui attrape un bout de nichon. Et comme font les mères qui donnent le biberon quand leur enfant marche, elles ne le donnent pas dans une position de bébé. Et donc ça participe à une image que l'allaitement, il devrait être d'une certaine façon exclusif. Or, la norme, c'est que l'enfant, il tète et qu'il mange d'autres trucs. Donc, il n'y a pas d'idée de quantité, de modèle. Et donc, se dire, ben, moi, mon allaitement, parce que j'ai eu un démarrage très difficile, je pense à une patiente que j'ai accompagnée il n'y a pas longtemps, à qui on a dit, ah, vous avez été opérée des seins, ben, vous ne pouvez pas allaiter. Et donc, elle a donné des biberons à la maternité et elle a démarré l'allaitement au bout de plusieurs jours après la naissance. On a eu énormément de mal à remonter la lactation. Et donc, elle garde un biberon par jour. Bon, le bébé, il a 8 mois, il est diversifié, il va bien. C'est un allaitement normal. Tout va bien. Bah, il est déjà beaucoup plus allaité que la moyenne des Français. Ouais, tout à fait. Donc, c'est un allaitement normal. Ouais. Même avec un biberon Donc, par jour, ça, c'est vraiment notre boulot pour éviter ce genre de sevrage. On n'est pas obligé de tirer son lait 14 fois par jour et d'aller au boulot avec un 38 tonnes. L'enfant peut manger d'autres choses très rapidement. Il y a plein de solutions. La durée vraiment d'allaitement exclusif, elle est quand même assez courte. Et toutes les fois où on se sent comme une petite souris dans un piège, c'est parce qu'on a une vision hyper coincée, qu'on est dans ce piège. Et donc, c'est en rencontrant quelqu'un qu'on va pouvoir sortir du piège et voir que finalement, on avait plein d'autres sorties et que ça ne signifie pas forcément un sevrage. Et un sevrage y compris quand c'est décidé, l'entourage qui met la pression. Ouais. Et une décision prise sous la torture, c'est pas une décision prise en pleine mesure de ses moyens. Non, pas tout Je veux dire, à fait. quand on est une femme adulte, éduquée, on a le droit de prendre des décisions en étant en pleine mesure de nos moyens. Donc, c'est très différent de dire cet allaitement me convient parfaitement, mais je trouve que j'en ai fait le tour et maintenant je décide de sevrer. Tout à fait. Donc là, c'est un sevrage normal. Et je suis prise au piège, je dors plus la nuit, j'arrive pas à jongler le tire-lait, le travail, ou mon mari me met la pression. Donc, je me sens obligée de sevrer. Ouais, sans parler des contextes aussi, justement, de difficultés de diversification, où on dit très rapidement, on met ça sur le compte de l'allaitement, on en a parlé dans d'autres épisodes, que je vous invite à écouter sur les difficultés d'alimentation. C'est pas une bonne raison, c'est même une très mauvaise raison d'arrêter l'allaitement. C'est pas l'allaitement le problème, c'est la société qui a une vision déformée de l'allaitement, qui met ça sur le compte de l'allaitement, mais d'ailleurs, il y a plein de bébés biberonnés qui ont des problèmes de diversification, parce que le problème ne vient pas du tout du mode d'alimentation c'est ça. Premier. C'est important de le rappeler. Exactement. Et il y a plein de solutions, même qui comprennent des choses qui sont décriées dans les groupes de passionnés d'allaitement, comme le biberon ou des sevrages nocturnes, ou voilà, et même dans le cas de séparation avec le conjoint, où l'enfant il est en garde alternée avec la mère, il y a des solutions pour maintenir un allaitement. Et ça, on ne peut le savoir que si on nous en parle, en fait. Donc, en fait, tant que la seule réponse qu'on vous donne, c'est un sevrage, c'est une mauvaise réponse. Dans le panel des solutions que tu peux donner, sans rentrer dans tous les détails, parce que c'est vraiment le lieu d'une consultation, et puis j'imagine que c'est adapté en fonction de la situation personnelle de chacun, tu vois, les conseils que tu peux donner. Mais il y a des grandes choses, tu vois, qu'on peut imaginer pour... Oui, il y a des grands principes pour maintenir la lactation, mais comme je le disais pour le groupe d'avant, ça peut être aussi simple que tirer son lait 2 fois par jour. Voilà. Et gérer, limiter l'engorgement des seins pour ne pas provoquer un sevrage rapide par l'expression manuelle, et c'est tout. Moi, j'ai des tas de patientes, j'ai des patientes pilotes de ligne long courrier qui partent plusieurs jours. Elles disent pas, nous allons faire un petit arrêt à Dubaï pour tirer mon lait. Hein. Et je pense à une de mes patientes, elle a eu 2 enfants, qu'elle a allaité 4 et 5 ans en reprenant le boulot normalement et sans jamais tirer son lait. Il y a plein de solutions, et c'est juste parce qu'on vit dans un monde on-off.
Très polarisé, ouais, tout à Très fait. polarisé. Et donc ça, ben, forcément, un sevrage non désiré, ça peut conduire à des sentiments difficiles Mm. de deuil, puisque finalement, on n'avait pas vraiment envie de sevrer, ou pas complètement. Ouais. Oui, et là, du coup, on revient si on demande que faire dans ces cas-là, si on le vit mal, on revient à la même chose qu'on a dit dans l'étape 1, à savoir, bon, au niveau sain, il y a des choses à faire pour que ça se passe en douceur. Et encore une fois, ce maternage, voilà, et changer cette vision de l'allaitement qui peut être assez binaire. Et puis peut-être voilà, se dire que là c'est le moment de se faire accompagner par un pro bienveillant. Il y a aussi des pros parfois un peu bornés, on va pas se mentir. Donc encore une fois, si vous sortez d'une consultation et que vous êtes mal à l'aise, vous n'êtes pas au bon endroit. N'hésitez pas à consulter voilà, une deuxième personne si vous vous retrouvez dans cette configuration. Mais en tout cas, il y a des choses à faire, à mettre en place pour calmer le jeu hormonal et aller bien. Et puis aussi jusqu'à voilà, le réadressage dont tu parlais, les psychologues, les sophrologues, etc. Pour être accompagné. On en revient Exactement. à l'étape 1. Et je pense à une Très situation bien. que je vis très souvent, c'est la mère, elle vit mal 1 ou 2 tétées dans la journée. Par exemple, la tétée d'endormissement qui dure 3000 ans. Ouais. La mère, elle en peut plus, elle a envie de jeter son gosse Mm. par la fenêtre. Donc c'est normal hein, d'ailleurs, hein, je précise. On n'est pas censé le faire, mais c'est normal de le ressentir. C'est tout à fait normal. NORMAL. Mais ça peut arriver qu'il y ait 1 ou 2 tétées qui posent problème. Et par ailleurs, la mère, elle a des informations contradictoires sur l'éducation, les limites, la gestion de la frustration. Donc en fait, elle n'arrive pas à dire non à quelque chose. Et donc la seule solution qu'elle voit, c'est un sevrage total. Alors qu'en fait, il n'y a qu'une tétée qui pose problème, ou 2. Oui. Et un sevrage total, C'est il va bien vraiment. falloir dire non, il va bien falloir gérer les frustrations. Mais c'est Ouais. certain que ça demande du temps d'accompagnement et que peut-être tous les professionnels n'ont pas envie de prendre le temps de rediscuter de tout ça, puisque finalement, ça a trait plutôt à l'éducation que à l'allaitement Tout à lui-même. fait. Tout à fait. Et là, en effet, tout le monde et puis tout le monde n'a pas les mêmes prérequis sur ce sujet-là, donc c'est important que vous soyez face à quelqu'un, voilà, de, de nuancer surtout, Exactement. voilà, qui puisse vous accompagner en fonction de vous qui vous êtes. Mais ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Il faut se C'est dire vraiment que très l'allaitement, c'est important quand de même remettre assez ça. solide, que dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, on était 7 ou 8 adultes pour un enfant, que l'enfant, il était probablement allaité par d'autres femmes que sa mère. Donc le sein, il est fait pour s'adapter, y compris si l'enfant a d'autres sources de lait que ceux de sa mère. Donc Ouais, tout c'est à fait. pas, on va pas perdre ses nichons direct parce que bah, le bébé a mangé autre chose. Un Ouais, yaourt, ouais, voilà. une compote, est allé faire un câlin à son père parce que là, ben, maman, elle a dit c'est bon, les nichons, ils dorment. En fait, Oui, voilà. c'est tout à fait. Donc préférez l'accompagnement par des pros aux éventuels qui parfois sont super, hein, mes groupes de soutien où vous pouvez trouver des choses très polarisées parfois, qui peuvent être extrêmement culpabilisantes et finalement vous faire prendre des décisions qui sont pas les vôtres parce que vous êtes coincé encore une fois dans cette espèce de labyrinthe là comme une souris et c'est un peu la loi du tout ou rien, soit on fait tout, soit on fait rien. Non, en fait, il y a 1000 nuances entre les deux qui peut-être seront pas forcément faciles à trouver, mais quand on est accompagné, tout est plus simple. Donc, on le répétera jamais assez, mais quand vous êtes dans une situation difficile autour de votre allaitement, bah voilà, il faut que vous consultiez une consultante en lactation. C'est pas plus Voilà. compliqué que ça. Comme l'allaitement c'est solide et que le sevrage c'est très long, en fait, le sevrage de la glande mammaire, hein, je parle vraiment de Ouais, l'involution du tissu de la glande mammaire, en mammaire. fait, très souvent, au moment où la mère commence à avoir des symptômes de deuil difficiles, il est encore tout à fait possible de relancer la lactation, même de Voilà. façon partielle, ou de reprendre quelque chose pour Mm. rétablir un équilibre hormonal un peu plus satisfaisant. Ouais. Donc il n'est pas trop tard en fait pour consulter, même quand ça fait 3 semaines qu'on a sevré et que finalement on sent qu'on ne s'en sort pas trop. Mm. On peut envisager, ça ne veut pas dire repartir un allaitement à 100% et voilà, mais ça peut être des choses intermédiaires pour que l'atterrissage soit plus doux pour tout le monde. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, et là, ça s'appelle bah, du coup de la relactation. On en a déjà un peu parlé, il y a un épisode témoignage sur le sujet. À l'occasion, je pense qu'on fera un Exactement. épisode Et expert encore là, pour la pour expliquer les relactation, il y a mécanismes. plein de méthodes différentes.
Ouais. On ne parle Donc pas ce serait encore important de d'y tirer son lait revenir. 850 000 fois, etc., etc. Ouais, toujours pareil, avec la nuance et commencer dans votre environnement à vous, qu'est-ce qui est mettable en place par rapport à vos besoins, vos envies du moment. Je pense qu'il faut vraiment qu'on change cette image-là. Dans une société où l'allaitement est la norme, personne ne se poserait la question de combien de tétées, quelle proportion, à partir de combien c'est considéré comme un allaitement ou pas. Je Ouais. pense à une maman que j'ai rencontrée une fois qui avait adopté un enfant au début des années 2000, donc on ne parlait pas du tout d'allaitement. Et c'était une infirmière, elle savait que le bain, le poids-pot, c'était bon pour son bébé, donc elle avait pris l'habitude tous les soirs de faire le bain et du poids-pot avec sa fille avant de la coucher. Et un jour, elle a vu un bout de nichon dépasser et la gamine a pris le sein. Elle avait genre 8 mois. Et donc cette infirmière, elle a pris l'habitude de lui donner le sein tous les soirs pour l'endormir jusqu'à ses 3 ans. Et dans sa tête, pour cette femme-là, c'était pas un vrai allaitement. Alors que bien sûr que si, ne serait-ce que sur les effets sur la mâchoire et les dents, ça Ouais, c'est compte. cool. Sur l'attachement, ça compte. Donc c'est déjà de l'allaitement. Il n'y a pas Ouais. de normes, en fait. Ouais, mais c'est bien, c'est cool de le rappeler. Et puis il y a cette troisième grande catégorie qui est en fait les étapes normales d'un bébé qui se seuvre. Alors pour le coup d'un sevrage naturel, peut-être rappelons à partir de quel âge un bébé se seuvre, enfin un bébé, un bambin plutôt, se sevrent naturellement. Alors, ça peut être à partir de 15 mois pour un premier bébé. Ouais. Voilà. Et ça peut être jusqu'à 5, 6, 7 ans pour un Xème bébé, notamment dans des situations où l'enfant il a par ailleurs des troubles de l'oralité, de la succion, des allergies, Ouais. des reflux. Et Ouais. ça va faire des sevrages plus tardifs. Hein. Plus tardif, ouais, tout à fait. Voilà, Donc à sachant que partir de 15 mois, la on dit moyenne souvent. humaine, c'est autour de 3 ans. Voilà, grosse mouche. Ouais, ok. Souvent on dit que c'est à partir de 2 ans. Toi tu dis 15 mois, plus tôt que ça en fait. Ouais. En fait, parce qu'en fait, ça dépend si on parle en groupe, c'est-à-dire pour une femme qui va avoir 2 à 4 enfants, et on fait la moyenne de Mhm. ces 4 enfants, tu vas tomber sur Mhm. du 2-3 ans. Mhm. Mais en fait, si c'est une D'accord. primipare débutante, en fait, le sevrage, il peut être plus précoce pour plein de raisons, en D'accord. fait. Parce que la glande mammaire, elle n'était pas complètement terminée, pas complètement mature. De Oui. l'adolescence, parce que la pratique de l'allaitement, ben, elle a été un peu débutante, et c'est quand même un sevrage naturel. C'est-à-dire que la mère, elle a quand même allaité à la demande, l'enfant n'avait pas de problème de succion particulier, c'est quand même un sevrage naturel. Et c'est pas si Ah rare oui. que ça, et je trouve que c'est hyper violent pour les mères qui ont un maternage proximal et un allaitement très spontané, de leur dire à 15 mois, c'est pas un vrai sevrage naturel. C'est vraiment Ouais, bah c'est souvent dégueulasse dit, de hein. dire ça, et c'est faux. Je pense par exemple à une de mes patientes qui a allaité 3 ou 4 ans ses 2 aînés, Mhm. et son troisième, un vrai petit kirikou. À 3 mois, il se retournait, à 7 mois, il était debout, à 8 mois, il marchait, à 9 mois, il grimpait aux arbres. Moi, je l'ai vu avant 1 an sur le portique de la balançoire. Ouais, C'est-à-dire qu'il a réussi à grimper sur la barre du haut. d'accord. Donc, il a mangé très tôt, de tout. Il se tapait des steaks avec son père. C'était un Américain, son père. Et bien, cet enfant, à 15 mois, il s'est sevré, quoi. Et Ouais. sa mère, elle dormait avec. Elle avait une expérience d'allaitement long. Elle avait une glande mammaire parfaite. C'est un bébé qui est né à la maison, dans des super conditions, mais sauf que c'était un petit guerrier, quoi, un petit viking. Ouais, d'accord. Et Non, donc, mais c'est... qui va dire à cette mère, c'est pas un sevrage naturel? Hmm. Donc, non, Ok. il y a des sevrages naturels à 15, 16, 17, 18 mois, dans certaines conditions, parce que ça vient de l'enfant ou parce que c'est un allaitement débutant. Et c'est quand même la norme humaine. Et ouais, non, mais Et c'est il y a bien de le en rappeler. fait, si Pareil, on ça accepte nuance qu'il y le a des propos. allaitements qui durent 7 ans, bah, on doit aussi accepter qu'il y a des allaitements qui durent 15 mois et qui sont normaux, puisqu'on Ouais, accepte tout les à fait. extrêmes, en fait. Et si on veut s'en Ouais. référer à la norme, c'est-à-dire à une courbe de Gauss super serrée, eh Mhm. ben, on va être à 2-3 ans. Hmm. Ok, oui, c'est la moyenne en fait. Ok, très bien. Exactement.
Et donc, dans ces étapes d'un bébé qui vient se sevrer naturellement, bah là, la maman peut aussi avoir des émotions difficiles autour de ça. Et là, tu parles. Voilà, t'aimes pas trop utiliser le mot deuil d'allaitement, que tu préfères référer à la première situation en particulier. Et là, c'est là que tu parles plus de milk blues. Oui, alors c'est pas un mot que j'utilise moi au quotidien, mais c'est comme ça que c'est décrit Ouais. dans les textes. Alors, le sevrage naturel, c'est quoi? C'est l'enfant acquiert de l'autonomie, Mhm. donc il a plus d'activités et de sources de développement qu'il n'a pas que sa mère. Sa mère reprend elle-même ses activités, puisque du coup l'enfant est un peu moins demandeur. Et Bien donc, il y a sûr. une sorte d'ajustement entre les possibilités et les capacités de la mère et les possibilités et les capacités de l'enfant. Et donc, ça va amener à un sevrage progressif, qui du coup devrait arriver au bon moment. C'est-à-dire, plus la mère elle en a ras-le-bol et plus elle va proposer à l'enfant d'autres sources, plus l'enfant il est autonome, plus il va accepter ses sources, moins la mère est prête, plus elle va proposer le sein, moins le bébé est prêt, plus il va demander le sein. Ouais, Donc ouais. ça veut dire que chacun tire la corde entre guillemets et que ça s'arrête au moment parfait, au moment où la mère Mm. est prête et au moment où l'enfant est prêt. Et bon, donc ça peut arriver à n'importe quel moment, mais malgré le fait que ce soit au moment parfait, c'est quand même une étape de grandissement. Et pour toutes les mères, les étapes de grandissement de leur enfant, elles représentent une Ouais. forme d'ambiguïté. Je veux que mon enfant aille à l'école, je suis très contente, je lui ai acheté ses beaux habits, je l'ai accompagné et tout ça. Et en Et même temps, il j'ai la grandit, boule au c'est plus dur. ventre quand je sors de l'école, la larme à l'œil, parce que mon petit bébé Cadom, il vient de rentrer à l'école. Mhm. Et c'est le cas quand ils rentrent au collège, quand ils rentrent au lycée, quand ils passent leur permis, quand ils quittent la maison. Ouais. Quand on les voit sur scène ou au judo, qu'ils ont l'air tellement grands dans leur kimono ou qu'ils sont tout seuls sur scène et qu'on dirait une femme alors que vous la voyez encore comme un bébé cadom. Donc c'est une étape normale de la maternité. Il n'empêche qu'on peut avoir des sentiments ambivalents et que je dirais même c'est la norme d'avoir des sentiments un peu ambivalents à ce moment-là, puisqu'on Ouais. quitte une étape pour passer à une autre étape. Et quand le bébé se sauve, mais que maman n'était pas prête, finalement. Alors c'est un peu le cas dont je parlais tout à l'heure du bébé qui s'est Mm. sevré à 15 mois alors que sa mère était pas prête. Là on sort un petit peu de l'allaitement, désiré des 2 côtés, on va dire. Ouais. C'est là que la consultante, elle va aider quand même à reprendre les points, sur l'acquisition d'autonomie de l'enfant. C'est-à-dire que là, ça a été mon Ouais. boulot pour cette maman-là, de lui dire: il a que 15 mois, mais il parle, Ouais. il joue à la Regardez. dinette, il fait du bricolage, donc Ouais. il grandit. Et Ouais, ouais. comme une mère qui est pas tout à fait prête à ce que son 15 ans parte de la maison, mais il a choisi une option particulière, et donc il va devoir aller à l'internat et bon, c'est des moments où on a besoin, d'être entre femmes, en premier, puisque c'est des événements physiologiques. Donc là, on Mm. va être plutôt dans des groupes de femmes, comme on pourrait avoir pour la ménopause, hein. On est contente et pas contente. L'enfant grandit, on est contente et pas contente. C'est des événements physiologiques, donc on a besoin de pouvoir en parler à d'autres personnes qui expérimentent la même chose que nous. Donc Ok, là, je comprends. typiquement, il y a beaucoup d'associations qui proposent des réunions un peu sur ces thèmes-là. Et Ouais. le boulot de la consultante en lactation, là, ça va être plutôt de reparler de physiologie, de Ouais, et de l'aider rassurer. à avoir des critères objectifs, en fait, parce que nous, on est formés au développement de l'enfant, donc on va pouvoir observer l'enfant dans l'environnement des jouets, du sol, de son autonomie de langage, etc., et vraiment valoriser les étapes de Ouais. l'enfant et se dire que la mère, elle a besoin d'être consolée euh, de ça et que le maternage ne s'arrête pas. C'est pas parce que ta fille, elle a 17 ans que tu peux pas lui faire des câlins Ouais. et qu'il faut Bien sûr. s'autoriser, en fait, à continuer ce maternage même s'il n'y a plus le sein à proprement parler. Ok. Alors, si on devait résumer tout ça, si on vit une situation difficile, peu importe l'origine de la situation, mais autour d'une fin d'allaitement, bon, bah, on consulte une consultante en lactation, c'est la base. Elle va pouvoir nous réadresser en fonction des besoins vers un professionnel pour l'aspect émotionnel qu'il faudra accompagner.
Et puis va pouvoir en fait nous accompagner sur l'aspect physique, hormonal, voilà, lié à cette lactation qui diminue et aux impacts que ça a sur les seins en eux-mêmes et sur le cerveau, ce dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que ce serait un bon résumé ? C'est ça, et se dire qu'elle va aussi sortir le jeu de cartes pour vous montrer toutes les options que vous avez. Ouais. Tout le panel, toutes les nuances qui qu'on va s'offrent à pouvoir vous. construire On ensemble ne un pas prendre projet, de mauvaises décisions. un projet super personnalisé, et qu'il y a jamais un seul modèle à suivre en fait. Ouais, je pense que voilà, ça c'est vraiment le mot de la fin. Il n'y a pas un modèle à suivre, il n'y a pas une façon d'allaiter qui est juste et une qui ne l'est pas. Il y a vous, le contexte dans lequel vous évoluez, ce qui est faisable, pas faisable, et tant de choses qui sont à prendre en compte que ça mérite vraiment d'en parler avec quelqu'un de neutre en face qui va pouvoir vous accompagner et vous aider, pas à prendre la décision, enfin la personne ne va pas prendre la décision pour vous et vous dire quoi faire, mais vous offrir toutes les options, vous présenter toutes les options plutôt qui s'offrent à vous pour que vous puissiez faire votre choix en conscience et du coup beaucoup mieux l'accepter et vous accompagner aussi sur le plan physiologique. Ouais, et faire la différence entre les émotions, on va dire de l'ordre du psychologique, et les émotions liées aux hormones, pour pouvoir surfer sur ces hormones et ne pas avoir tout à gérer en même temps. Et je dirais qu'il n'y a pas d'émotion qui n'a pas de valeur en fait. Même quand on a décidé d'aller le sevrer en son âme et conscience, on a le droit d'être triste de cette situation, d'avoir des émotions. Et de plus mal le vivre que celle qui a eu un événement très traumatisant autour de l'allaitement. Vos émotions, elles sont... Vous n'êtes pas vos émotions, mais en tout cas, elles vous appartiennent à l'instant où elles sont là. Et elles sont toujours valables, peu importe la gravité de la situation. Vos émotions, elles sont valables. Et si c'est dur pour vous, c'est dur pour des raisons. Et c'est ça qu'il va falloir aller, c'est ça. aller trouver, quoi. C'est ça. Et sortir son jeu de cartes. Ok. Et sortir le jeu de cartes. Super. On s'est tout dit ? Je pense. Après, les gens ils peuvent peut-être poser des questions par la boîte de questions. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, etc. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi, à faire des retours sur cet épisode. S'il y a des questions que ça génère, on y répondra. Et voilà, écoute, merci beaucoup. J'ajouterais une chose, c'est que quand on a vécu quelque chose de difficile, même il y a longtemps, c'est pas idiot de prendre un rendez-vous avec une spécialiste de l'allaitement pour le relire. Oui, comme tout événement qui reste ancré. Si on n'a pas envie de se transformer en Tata Jacqueline qui saoule au mariage quand on aura 70 ans pour nous parler de notre allaitement mal vécu. On finit tous en Tata Jacqueline ou en tonton machin. Ouais, les tontons machin, ils vivent rarement mal leur allaitement, mais les Tata Jacqueline, oui, par contre. Non, mais c'est vrai. Même quand ça fait longtemps, c'est toujours valable en fait, et ça vaut le coup d'aller relire les événements, comme tu le dis, pour parce que le nombre de patientes à moi que je vois en consultation prénatale qui me disent mon premier allaitement, j'ai pas pu parce que... Et en fait, c'était n'importe quoi ce qu'on leur a raconté. Et elles sont restées là-dessus. Et du coup, ça peut impacter l'allaitement suivant ou leur façon d'être grand-mère. Donc, tout à fait. C'est quand même intéressant de prendre une heure de sa vie pour ouvrir et fermer l'histoire et comprendre ce qui s'est joué, ce qui aurait peut-être pu être différent, ce qui a fait qu'on a vécu plus difficilement que ce qu'on pensait, pour être une meilleure grand-mère, par exemple. C'est toujours ça de prix. Toujours ça de prix. Ok. Bon, parfait. Merci beaucoup, Céline. C'était un plaisir de te recevoir dans Milkshaker. Merci d'avoir accepté de faire cet épisode. Je t'en prie. Et puis de nous avoir donné toutes ces informations qui sont précieuses, parce que ça vient vraiment parler finalement de tous les sevrages, quels qu'ils soient, et de la façon qu'on peut avoir de les vivre. Donc ça va être un super apport par rapport au sevrage dont on a déjà parlé de façon assez... physiologique aussi, même si on a abordé le côté émotionnel. Et là, si vous le vivez mal, encore une fois, consultez. On ne le dira jamais assez, il faut consulter quand il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Je te dis à très vite. Au revoir. Merci encore. Et à bientôt à tous et à toutes dans Milkshaker. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum.
Si tu te rends sur milchecker.fr, tu trouveras tous les épisodes depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Si tu préfères lire ou bien que tu es coincé sous un bébé qu'il ne faut pas réveiller, sache que tu y trouveras aussi le blog de Milchecker. Chaque semaine, c'est un article qui sort pour avoir accès aux informations délivrées par des professionnels du podcast, et plus encore. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suresnes dans les Hauts-de-Seine au centre IG4U que j'ai créé en 2020, sur mon site internet charlotte-bergerot.fr, et pour la prise de rendez-vous, ça se passe sur Doctolib. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milcheckez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. Wish I could